Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin à notre émission La pensée et les hommes. Vous avez déjà entendu, notamment aux informations, le terme FAPEO. Qu'est-ce que c'est que la FAPEO? Eh bien, nous allons en parler à notre émission d'aujourd'hui. Je vous retrouve après notre générique. Alors, pour évoquer la FAPEO, on va tout de suite lever le voile du mystère. Pour évoquer la FAPEO, son ancien président national, aujourd'hui président de la régionale de Bruxelles, en la personne de Philippe Schwarzenberger. Merci beaucoup d'être à notre émission d'aujourd'hui. Et puis, comme deuxième invité, un peu l'esprit critique par rapport à cette réalité qu'est la FAPEO, et on va en parler, notre ami Claude Wachtelaar, qui est un ami très proche de la pensée des hommes, mais vous êtes ici aussi à titre de pédagogue, notamment d'inspecteur de l'enseignement à la commune de Schaerbeek. Monsieur le Président, allez, levez un peu le voile du mystère. Qu'est-ce que c'est que la FAPEO? On sait bien que c'est lié aux parents de l'enseignement officiel, mais qu'est-ce que cette association représente et que veut-elle faire? Moi, j'aime bien parler d'enseignement public. C'est à peu près la même chose, mais il y a une nuance. C'est enseignement officiel. Oui, bien évidemment, mais on ne va pas changer le nom, mais l'enseignement officiel, c'est l'enseignement public, bien évidemment. Quelle est la différence que vous faites entre enseignement officiel et enseignement public? Il y en a d'autres qui disent qu'ils sont aussi officiels que l'enseignement public, mais l'enseignement public, c'est l'enseignement organisé par les pouvoirs publics. Les provinces, communes, l'État. Voilà. Enfin, les communautés. Tout à fait, la communauté maintenant. Et donc la FAPEO a été créée il y a plus de 40 ans maintenant, par une autre organisation, c'était la Ligue de l'enseignement. C'est des enseignants qui ont créé la Fédération des associations de parents. Elle est hyper ancienne, si j'ose dire. 1846. La plus ancienne des organisations laïques de Belgique, qui s'est consacrée à défendre, avec la dernière énergie, dirais-je, l'enseignement officiel ou l'enseignement public en Belgique. Voilà. Donc vous naissez dans le continuum, dans la vie de la Ligue de l'enseignement. Pour faire quoi? Eh bien, d'abord pour faire pièce à une fédération de parents d'élèves de l'enseignement catholique, qui était la CNAP, qui avait été créée 10 ans auparavant. Et vraisemblablement, parce que j'étais pas là pour témoigner de ce qui s'est passé. Donc vous n'êtes pas la présidente depuis 40 ans. Et non, je suis resté président pendant 2 ans et c'était un moment tout à fait intéressant dans mon existence. Mais enfin, l'organisation, la Fédération des associations de parents d'élèves, créée il y a 40 ans par la Ligue de l'enseignement, c'était pour défendre l'enseignement public et associer étroitement les parents à cette défense de l'enseignement public. Mais quand nous parlons de défense de l'enseignement public, je dirais qu'il y a plusieurs perspectives, il y a plusieurs voies, il y a plusieurs avenues qui conduisent à cette défense. Et je pense que ceux qui se revendiquent comme vous, comme moi, comme Claude Wachtelaar, de l'enseignement public, n'ont pas toujours une vision tout à fait synchronique, ou tout à fait exacte, ou tout à fait identique de ce qu'est la défense des valeurs de l'enseignement public. Alors, pour la FAPEO, quels sont les objectifs principaux, si j'ose dire? La défense de l'enseignement public, c'est aussi une question de pédagogie parentale. C'est clair qu'à la FAPEO, nous sommes pas mal, je dis souvent, des parents semi-professionnels ou des activistes parentaux. Moi, j'aime bien. Lorsque nous avons préparé l'émission, vous avez sorti cette expression et je vous ai dit, il faut la replacer. Oui, mais c'est clair, parce qu'il y a une parentaux. volonté dans notre chef de responsabiliser les parents dans l'approche de l'école, parce que je dis aussi assez souvent que l'école est une chose trop importante pour être laissée soit aux seuls politiques, soit aux seuls enseignants. C'est une question sociale. L'école, c'est un lieu de transmission de savoir,
une institution sociale de l'esprit qui doit être envisagée par l'ensemble des citoyens. Oui, et aussi les parents qui confient leurs enfants aux écoles publiques ne sont pas nécessairement comme moi ou comme Claude ou comme vous-même des défenseurs acharnés de la laïcité, des gens convaincus que la laïcité et les valeurs laïques sont les valeurs essentielles. C'est vrai que nous choisissons de mettre nos enfants dans les écoles publiques en raison de cette valeur-là. Mais il y a beaucoup d'autres parents qui confient, et je pense qu'ils ont raison, leurs enfants à l'enseignement public et qui ne sont pas eux-mêmes animés de cette volonté de défendre les valeurs de la laïcité. Je vais vous dire un secret. Oui. Tous les profs non plus. Il n'y a pas que les parents. Voilà. Ça c'est très intéressant. Vous vouliez intervenir, Claude Bactelard? Oui, pour dire que vous m'avez présenté comme un interlocuteur vous êtes critique, mais aussi inspecteur de l'enseignement, donc vous connaissez un peu les choses. Tout à fait. Je sais, je crois, comment le système fonctionne. Critique ne veut pas dire hostile, et donc la FAPEO, comme organisation de parents, je pense, est appelée à jouer un rôle au sein de l'enseignement officiel tout à fait important. Moi, j'insiste sur enseignement officiel, veut dire enseignement organisé par les pouvoirs publics, et à la différence de l'enseignement libre, cet enseignement tire sa légitimité du fait justement qu'il est organisé par des communes, par des provinces, par la communauté française, qui sont des structures avec des assemblées qui prennent des décisions, des assemblées élues démocratiquement. Et donc, je pense que parfois, il faut penser à l'articulation entre les organisations de parents, et la FAPEO dans ce cas-ci, et aussi les rôles et les responsabilités des conseillers communaux. Vous avez dit que je travaillais dans une commune, des conseils provinciaux ou de la communauté française. Je pense que c'est important que chacun sache à quelle place et dans quel jeu il joue dans l'enseignement libre, et particulièrement dans l'enseignement libre confessionnel. Les choses sont un peu différentes et ça peut se comprendre. Ça fait partie de nos différents objectifs, comme le dit le texte de la Constitution. Mais justement, il n'y a pas, j'imagine, de représentants de la FAPEO dans les écoles catholiques, allez, disons le mot, dans les écoles libres d'inspiration religieuse. Et même dans votre association, je le disais il y a un instant, tous les membres de la FAPEO ne sont peut-être pas des laïcs purs et durs, convaincus des valeurs, des Lumières et de la Révolution. Vous rassemblez, et je vais vous demander pour faire quoi, vous rassemblez un certain nombre de parents qui confient leurs enfants à l'enseignement officiel, mais qui ne sont pas convaincus, comme vous l'êtes, comme Claude l'est et comme je le suis, des valeurs de la laïcité. C'est ça la difficulté du travail à la FAPEO, bien évidemment, et sa richesse aussi. Parce que l'école publique est ouverte à toutes et à tous, sûr, indifféremment, par rapport à leurs convictions politiques, philosophiques, religieuses, à leur état de fortune. Et c'est ça qui est fantastique. Et si la FAPEO peut être considérée comme une association laïque, c'est essentiellement dans la dimension de la laïcité politique. Oui, mais vous avez demandé, et vous l'avez obtenu, votre représentation au sein du Centre d'action laïque. Bien évidemment. Donc c'est que vous vous sentez quelque part participer de ce vaste mouvement de la laïcité. C'est clair, et c'est un retour aux sources, je dirais, relativement par le récent. lien à la Ligue de l'enseignement qu'on évoquait il y a un instant. Bien évidemment, et nous sommes assez fiers justement de défendre cette approche de l'enseignement public qui est neutre, à défaut d'être laïque, c'est clair, mais on se coule assez bien dans cette définition de la neutralité où on peut développer nos actions pour démontrer que l'enseignement public est l'enseignement de tous, dans le cadre de cette laïcité politique. Alors vous parlez de développer vos actions. Que faites-vous? Qu'est-ce que la FAPEO fait au sein des écoles primaires, secondaires, techniques, etc., qui relèvent des différents pouvoirs organisateurs publics que nous avons évoqués, les communes, les provinces, les... D'abord, nous sommes une espèce de
de réceptacle de toute une série d'expériences parentales. Quand je disais tout à l'heure parents semi-professionnels, depuis 40 ans on accumule de l'expérience, on observe l'enseignement, on y participe, on le critique quand nous estimons nécessaire de le faire et nous contribuons à la réflexion globale sur l'enseignement. Sans compter les actions très pratico-pratiques que nous soutenons dans les écoles. Et par exemple, nous incitons les associations de parents à travailler véritablement, collectivement, pour mettre en place des systèmes d'entraide, travailler à la mise en place de colis scolaires à la rentrée scolaire, le travail social, l'entraide, mais aussi la réflexion sur les instruments pédagogiques que le pouvoir politique compte mettre à notre disposition. Et les profs qui sont, eux, des gens formés à la pédagogie, comment acceptent-ils vos propositions, éventuellement vos critiques? C'est quelquefois un petit peu difficile. Il y a des principes que nous voulons respecter. Par exemple, ne jamais défendre une situation personnelle. Mais comme on est majeur et vacciné, on peut examiner une situation personnelle pour voir si elle débouche sur une question d'ordre collectif. Donc toujours viser l'intérêt du collectif plutôt que l'intérêt personnel. Et celui qui veut utiliser la FAPEO, une association de parents, pour défendre ses intérêts personnels est perdant d'avance. Donc travailler dans le trialogue. C'est pas pour rien que notre revue s'appelle Trialogue. Nous voulons entamer ce trialogue entre les parents, les enseignants et les élèves. Donc ça, c'est important. Oui, mais des questions, je vais être concret. Je vais vous passer dans un instant la parole, Claude Warteler, mais une question, alors concrète, hein, parce que moi je suis aussi un prof. Depuis quelques années, les élèves peuvent présenter des recours contre des décisions d'un jury. Tout à fait. Est-ce que votre association joue un rôle, bien sûr, dans la présentation éventuelle de ces recours? Certainement. Nous pouvons venir en appui et nous pouvons quelquefois dissuader des parents d'en introduire. Ça vous arrive parfois? Mais bien évidemment, en leur disant, vous êtes en train de commettre un abus de droit, parce que nous avons contribué à la réflexion, et nous revendiquons justement cette position de truchement, puisque nous avons accumulé de l'expérience entre le monde enseignant et le monde parental, avec l'expertise qu'on a pu accumuler. Je vais vous dire aussi autre chose, c'est que quelquefois nous recevons des appels téléphoniques de gens qui ne sont pas nos membres, y compris provenant d'écoles privées confessionnelles. Oui, Claude, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, en fait, je trouve la question tout à fait pertinente, mais je vais un petit peu élargir le débat en disant que dans la relation école-parent, on est dans une situation compliquée parce que l'institution scolaire doit à la fois s'ouvrir aux parents et s'en défendre, se défendre contre eux. Catherine Kinsler, qui, si je ne me trompe, est une de vos collègues de l'Université de Lille, dit on ne va pas à l'école pour aller chercher le savoir comme on va faire ses courses au supermarché. Et je pense que c'est une parole extrêmement profonde. Et donc, les parents ne peuvent pas uniquement être des consommateurs de l'école qui tapent du pied quand leurs désirs ne sont pas satisfaits. Et pour venir à la question tout à fait concrète, et c'est un bon exemple, des recours, qu'une association qui a l'expertise de la FAPEO puisse aider l'école à faire une pédagogie, parce qu'effectivement nous voyons des recours totalement fantaisistes, mais d'autres aussi totalement justifiés, puisse faire une pédagogie vis-à-vis des parents, et je dirais relayer ça aussi vis-à-vis de l'institution scolaire, me paraît parfaitement intéressant et pertinent. Par contre, si c'est défendre des intérêts que je qualifierais de corporatistes ou d'égoïstes, là, ce serait une dérive dangereuse. Et donc, on est dans cette tension par rapport aux associations de parents et aux parents en général, c'est comment à la fois préserver une institution qui a besoin de sauvegarder une certaine indépendance, une certaine autonomie, et comment ouvrir cette institution sur le monde et les parents en première ligne, parce qu'une école qui n'a pas de bon contact avec les parents est une école qui ne peut pas bien fonctionner. Ça, j'en suis le premier convaincu. Monsieur Warteler parle d'or. On est les produits de ses prédécesseurs. Donc nous essayons d'être intelligents et on ne va pas scier la branche sur laquelle on est assis. On n'est pas là dans le conflictuel et on essaie de construire collectivement quelque chose de positif pour les choses qu'on a les plus précieuses et qu'on vous confie. On vous confie nos enfants et là on est dans la coéducation. C'est pas toujours très simple.
Et on ne va pas, donc, au casus belli, parce que sinon ça serait contre-productif. Est-ce que je pourrais dire oui, bien que, sûr. bien entendu, je dirais, la réalité de terrain est parfois loin de nos paroles de gens civilisés, cordiaux et c'est parce qu'ils sont pas membres de la FAPO. Mais il y a des situations problématiques autant qu'il y a des situations tout à fait intéressantes. Il faut être conscient que tout n'est pas pavé de roses. Hein, ça, c'est clair. Si vous le permettez, je vais entrer dans la réalité du terrain. Je vous confierai volontiers que je suis le papa d'un petit garçon de 8 ans et demi qui, un jour, va devoir quitter l'école communale dans laquelle il est inscrit pour s'inscrire dans un athénée. Et récemment, nos autorités ministérielles ont décidé qu'il n'était plus question que les parents choisissent l'école de leur vue, de leur choix, de leurs attaches personnelles aussi, et que, bon, il y aurait là une concurrence. Quelle est, à l'égard de cette loi qui a été très vivement critiquée, dont on a dit qu'elle était inconstitutionnelle, puisque la liberté du père de famille n'est plus respectée, quelle est la position de la FAPEO sur ce sujet? Eh bien, on est concret là. Hein? Bien sûr, on est concret. Le Conseil d'État n'a certainement pas déclaré cette loi, ce décret inconstitutionnel. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est vrai que ce texte a été un petit peu châtré par des amendements et puis par des modifications récentes. Mais la liberté de choix du chef de famille, on s'y est penché depuis très très longtemps à la FAPEO. Et on sur constate qu'elle n'existe pas. Elle n'existe pas, la loi. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne loi qui va favoriser... En soi, elle n'est pas suffisante. En soi, elle n'est pas suffisante. Et elle s'enchasse dans toute une série de mesures qui ont été prises dans le cadre du contrat pour l'école auquel la FAPEO a adhéré. Nous sommes signataires de ce contrat pour l'école. Je parle à l'aise, je suis en train de continuer avec un certain plaisir ce que mon prédécesseur a entamé. Donc nous sommes convaincus à la FAPEO qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour que cette école soit véritablement publique et qu'il y ait un véritable choix pour le chef de famille. Mais véritablement public, ça, c'est un concept un peu flou. Mais Claude demande la parole, je la lui passe. Oui, moi je dirais sur cette question précise que personne ne peut contester une idée de principe de donner un maximum de chance à tout le monde et d'essayer que tous les élèves puissent se réaliser. Mais le texte est un texte qui pose, et je me place de mon point de vue de technicien de l'enseignement, de gestionnaire de l'enseignement, énormément de problèmes pratiques. Je vais en prendre deux. Le problème des classes préparatoires dans le primaire, des classes préparatoires aux établissements d'enseignement secondaire. Ce qui est dans le décret est peu satisfaisant. C'est clair que des parents qui choisissent une école primaire qui est préparatoire à un lycée, à un athénée, espèrent pouvoir mettre leurs enfants dans le secondaire, dans la même école. Et je dirais que quelque part, ça s'inscrit dans la logique d'un autre texte qui est le décret mission et la notion de continuum pédagogique. Ça, c'est un des problèmes. Il y a d'autres aspects du texte qui vont être complètement impraticables parce qu'il y a une chose qu'on néglige complètement dans ce dispositif, c'est le fait que les parents ont parfaitement le droit d'inscrire leurs enfants dans plusieurs établissements en même temps. Et on va rendre encore un peu plus notre enseignement ingérable parce qu'à la rentrée, certaines écoles vont se retrouver croyant qu'ils ont des listes d'attente et des élèves de trop avec des élèves qui leur manquent. La situation existe déjà aujourd'hui et le décret ne va rien arranger. En fait, je pense que la critique fondamentale à faire à ce texte, c'est qu'il manque de réalisme. Vous voulez répondre? La réponse est très simple. Elle est dans la question et dans l'exposé. Si des parents s'inscrivent dans plusieurs écoles, c'est qu'effectivement, il y a un problème de liberté de choix. Si toutes les écoles se valaient et si toutes les écoles étaient de véritables services publics avec les mêmes qualités partout, la question ne se poserait pas. C'est parce qu'il y a dans le chef de certains parents la croyance que certaines écoles sont meilleures que d'autres que la question se pose. Seulement, mon cher Philippe, est-ce seulement une croyance? Nous savons bien, personne n'ose donner les chiffres. Mais nous savons très bien
nous prenons la situation à Bruxelles, qui a tout réseau confondu, hein, je ne parle pas ici du réseau officiel ou du réseau libre, qu'il y a d'excellentes écoles et qu'il y a de moins bonnes écoles. Évidemment, les parents qui sont informés souhaitent confier leurs enfants aux bonnes écoles. Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. Je ne vois pas où c'est. Pour nous, à la FAPEO, toutes les écoles devraient être de bonnes écoles. Oui, mais le problème, c'est que les bonnes écoles vont devenir de mauvaises écoles. Ou ce qui est le plus grand problème, je vous en ai parlé avant l'émission, c'est que des gens qui sont des laïcs convaincus vont devoir confier leurs enfants à des écoles catholiques parce que là, on va les accepter, alors que les écoles officielles ne les accepteront pas. Nous verrons bien d'ici quelque temps, quelles seront les écoles catholiques que ces gens-là choisiraient? Mais ils prendront les bonnes. Ben oui, mais ça veut dire quoi? Ils prendront les bonnes. Je dirais que c'est... Je crois que c'est très contre-productif pour les écoles officielles. C'est une question douloureuse. Nous sommes dans une situation... contre-productif pour les écoles. Nous sommes dans une situation très douloureuse aujourd'hui où il est à la fois... il est impossible d'être à la fois un bon citoyen et un bon parent. En tant que bon parent, on essaie de choisir le meilleur ascenseur social possible pour son enfant, croit-on. Et puis, d'autre part, en tant que bon citoyen, on aimerait bien que les écoles soient bonnes. On sort d'un système scolaire et on souhaite, parce qu'on y a été heureux, parce que le système scolaire oui, mais qui est quand même un système de quasi-marché scolaire qui quand même est assez extraordinaire. On souhaite confier ses enfants au même système scolaire à celui dont mais alors, mettez-vous dans la position d'un parent d'élève qui, une fois qu'il a choisi ce qu'il croit être la bonne école ou ce qu'il sait être la bonne école, se transforme de client en produit et où il doit vendre sa petite chère tête blonde ou brune au chef d'établissement en disant « Je serai le meilleur parent possible et mon enfant a fait de bons résultats, acceptez-le ». C'est des situations que nous connaissons. Le parent n'a pas à faire ça. Eh bien, nous connaissons des situations telles que celle-là. Je pense que ces situations existent malheureusement. C'est bien. Moi, j'en suis certain. Moi aussi. Ces situations existent malheureusement. Et elles sont tout à fait regrettables et scandaleuses. Je ne pense pas que le texte actuel changera grand-chose à cette situation. Le problème, c'est que toutes les écoles devraient être bonnes. Donc, toutes les écoles devraient avoir les moyens de réaliser une bonne pédagogie et d'avoir des équipes performantes et efficaces. Ça ne veut pas dire non plus que toutes les écoles doivent faire exactement la même chose. Il faudrait qu'on s'entende sur le fait que ce que c'est qu'une bonne école. Moi, je dirais qu'une école qui diplôme de bonnes coiffeuses ou qui diplôme de bons plombiers ou de bons informaticiens, c'est tout aussi respectable qu'une école qui envoie des élèves qui ont de grosses chances de succès en première candie. En fait, le problème, me semble-t-il, est beaucoup plus large. Et donc, encore une fois, et c'est une mode qui existe depuis 20 ans dans l'enseignement, c'est qu'on résout partiellement les choses sans repenser d'autres choses. Et par exemple, nous avons un système d'orientation scolaire qui n'est pas performant comparé à d'autres systèmes. Je vais dire un mot, parce qu'on nous en a beaucoup parlé ces dernières semaines, notamment sur les antennes de la RTB. On nous sort toujours comme exemple le système finlandais. Le système finlandais est un système où l'orientation scolaire est beaucoup plus performante qu'en Belgique. Parce qu'il y a un tronc commun jusqu'à un âge plus avancé. Peu importe, mais les moyens des PMS sont dérisoires par rapport aux enjeux. On le sait. Et donc, il faut faire des efforts à ce niveau-là. Je voulais lancer un autre... Je vous coupe la parole là. Je voulais lancer un autre débat parce que les personnes qui nous suivent y pensent. Et je voudrais avoir votre sentiment, votre avis à ce sujet. Et bientôt, le temps de l'émission sera terminé. Et la question du voile. Hein, ça rejaillit tout le temps. Quelle attitude dans l'enseignement officiel adoptée à l'égard du voile? Vous qui représentez les parents des élèves qui fréquentent l'enseignement officiel, quelle est votre position? La position de la FAPEO, elle a été très claire à ce sujet. Ce n'est pas une question qu'il faut poser aux parents, c'est une question qu'il faut poser aux politiques. Et nous avons invité le politique à se pencher sur la question et à prendre une décision qui, effectivement, demande un certain courage, qui est difficile. Le service public, c'est le même traitement pour tous, partout, au même moment.
Donc vous condamnez ceux qui réclament, enfin vous condamnez, vous réprouvez l'attitude de ceux qui disent qu'il faut absolument servir des nourritures halal dans les écoles, etc., ou respecter le ramadan, Mais ou je vous le respecter répète, partout, l'interdiction du porc partout. pour les juifs, etc., etc. L'école publique est l'école de toutes et de tous. Si on commence à introduire des distinctions, nous sommes, nous, pour ce qui rassemble et pas pour ce qui divise. Donc l'école publique, c'est la pluralité, mais dans le cadre de la laïcité politique, c'est un lieu sacré qui doit être préservé. Eh bien, oui, qui doit être préservé des schémas mentaux des adultes. Les enfants qui sont là sont tous frères et sœurs selon nous. On les confie à des enseignants qui peuvent être assimilés à leurs parents parce que nous déléguons notre puissance parentale, et c'est parce que nous sommes partisans de ce système-là que nous les confions à l'école publique. Ou sinon, on les inscrirait dans une école confessionnelle. Un tout dernier mot, Claude Wachtelaar. Oui, moi j'ai le même point de vue, sauf que moi j'estime que le problème est déjà réglé. Il y a un décret neutralité, le décret de 2003, qui permet parfaitement d'interdire les symboles, les signes ostentatoires religieux dans les écoles, sans qu'il soit nécessaire de légiférer une fois de plus. Eh bien, Philippe Schassenberger, Claude Wachtelaar, je vous remercie pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. On a essayé d'expliquer pour les personnes qui nous suivent ce qu'est la FAPEO. Hein. On entend toujours parler de FAPEO. On en sait un petit peu plus aujourd'hui. Peut-être faudra-t-il faire une autre émission pour entrer dans un certain nombre de détails du vécu scolaire des enfants au jour le jour. Merci pour votre participation à l'émission de ce matin. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À très bientôt.